Bienvenue dans toutes les France, un an après leur début. Pourquoi les révolutions arabes semblent-elles inachevées? Débat avec nos invités. Robert Solé, tout d'abord, vous êtes écrivain, journaliste, le plus français des écrivains égyptiens, ou le plus égyptien des écrivains français. Au choix. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit Le Pharaon renversé, 18 jours qui ont changé l'Égypte aux éditions Les Arènes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Alain Dikoff, vous êtes directeur de recherche au CERI, Sciences Po, c'est le centre d'études de relations internationales. Vous avez écrit les coulisses de... non, c'est pas les coulisses, vous avez écrit Le conflit israélo-arabe aux éditions Armand Collin. C'est un ouvrage pédagogique pour expliquer les différents points qui caractérisent aujourd'hui ce conflit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Antoine Sfer, vous êtes directeur de la revue Cahiers de l'Orient et vous avez écrit un dictionnaire du Moyen-Orient, publié aux éditions Bayard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je l'ai dirigé, Vous n'avez pas écrit tout seul? Ah non, c'est dur d'écrire un dictionnaire tout seul. Oui, 1200 entrées, c'est très dur. Un dictionnaire très complet, en tout cas sur cette région si complexe. Et à vos côtés, Randa Kassis, vous êtes écrivain, présidente de la coalition laïque syrienne, la coalition laïque syrienne. Vous avez écrit Les coulisses de Dieu aux éditions Encyclopédie arabe de livres sur Internet. Merci d'être dans toutes les France aujourd'hui. Robert Solé, pourquoi la révolution égyptienne n'est toujours pas aboutie? Comme toutes les révolutions, une révolution demande beaucoup de temps, c'est toujours douloureux, c'est long, c'est plein de soubresauts. On a toujours connu ça dans l'histoire et on le vérifie aujourd'hui dans tous les pays arabes où des gens se sont soulevés et ont réussi de façon étonnante et en très peu de temps à renverser des pouvoirs qui étaient très solidement installés. Donc ce sont des révolutions qui ne font que commencer, et un peu dans la confusion souvent. Alors comment distinguer justement cette capacité qu'ont eu les peuples, et en particulier le peuple égyptien, à renverser un dictateur, et la réussite effective de la révolution? Est-ce que finalement ce n'est pas un régime qui est en train de partir, plutôt qu'une véritable révolution qui a changé véritablement le système en place? Alors dans le cas de l'Égypte, c'est un peu particulier, puisque le chef d'État, Moubarak, est toujours là. Il a été renversé, le régime a été décapité, mais lui n'a pas quitté le pays, il est en jugement, et son régime est quasiment là, quasiment, je ne dirais pas intact, parce que quand même ce pays a beaucoup changé depuis un an, mais tous les rouages du système sont en place, et notamment l'armée, dont il est issu lui-même, et qui est aux manettes, très mal, mais aux manettes. Il faut distinguer l'armée en tant que telle du Conseil supérieur oui, mais militaire. enfin c'est quand même l'armée. Ce conseil supérieur des forces armées, l'émanation de l'armée, oui. C'est une structure assez opaque d'ailleurs. On ne sait pas très bien qui sont ces généraux. Et on ne sait surtout pas très bien ce qu'ils font, parce qu'ils ont l'air complètement dépassés par la situation. Antoine Sfer? Je dirais, pour répondre à votre question, il faut dire aussi que toutes les révolutions qui ont eu lieu, à commencer par la nôtre, ont été confisquées. Ce qui est étonnant, c'est que depuis un an, et un an après les débuts, elles ne le sont pas encore dans le monde arabe. Deuxièmement, je crois que ce qui est important, c'est que, tout d'abord... Elles ne sont pas confisquées, mais il y a des menaces contre eux. Il y a des menaces. Oui. Et si on voit en Égypte que les jeunes qui ont lancé la révolution, et qui refusaient de l'articuler autour de l'islam ou autour de la religion ou autour de l'anti-israélien, aujourd'hui sont redescendus dans la rue pour dire attention, nous sommes là encore. Parce qu'il y a ce risque de bipolarité entre l'armée dont parlait Robert Solé et les frères musulmans, eux-mêmes embêtés parce que débordés par les salafistes, étant donné que les salafistes sont ceux qui veulent revenir à l'imitation du prophète, la manière dont il vivait avec ses premiers compagnons, pour dire ce que c'est que le salaf. En Syrie, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas non plus d'une bipolarité entre le régime et et les frères musulmans, la confrérie. La même chose en Tunisie, où on voit les jeunes redescendre en disant ce sont les mêmes qui sont revenus, attention, on ne veut pas de cette bipolarité. Je crois que la révolution est en cours. Oui. C'est le cas en Syrie, Randa Kassis.
il semble que les choses soient plus dures en Syrie pour le peuple, en tout cas. C'est tout à fait normal que la Syrie, de toute façon qu'en Syrie, on a les choses qui sont beaucoup plus dures. Mais d'abord, il faut savoir que aussi dans ces révolutions-là, il faut le dire que ce sont des révolutions des masses, des peuples. Qu'avant notre histoire, l'histoire arabe était toujours l'histoire des élites, mais pas l'histoire des peuples, l'histoire des masses. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a une conscience quelque part chez ces jeunes. Ils sont conscients, ils ont un désir de s'exprimer par eux-mêmes et aussi d'exister, ce qui est le plus fabuleux, qu'ils veulent exister. Alors, faire chuter un régime ou faire chuter un dictateur ne veut pas dire qu'on a réussi à faire chuter un système. On a un esprit répressif qui règne dans ces sociétés-là, qui commence par, on va dire, il y a les religions qui gouvernent dans ces sociétés. Il y a beaucoup de tabous, les tabous de société, et en plus, bien sûr, on a les dictatures, ces régimes dictatoriaux. Oui. Alors, et ça commence par là, mais de toute façon, ça ne va pas terminer ici. Ces révolutions vont passer par on va dire, une période de transition, oui. Et c'est tout à fait normal. Après un blocage de décennies, ça a été bloqué, ces sociétés étaient en coma quelque part. Oui. C'est un réveil, et ça commence bien sûr par là. La Syrie, c'est autre chose parce qu'on a un régime qui est beaucoup plus, on va dire, plus dur, qui réprime, oui. Et qui n'hésite pas à tuer et à torturer beaucoup plus que les autres. Alors c'est tout à fait normal. Il y a aussi, c'est un cas vraiment particulier parce qu'il y a des minorités ethniques, oui. Et religieuses qui sont pas tout à fait avec cette révolution, bien sûr, par peur, par crainte. Alain Dikoff ? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui me frappent. D'abord, les temporalités sont très différentes selon les cas. Oui. Il y a deux pays qui sont dans une phase de transition où les révolutions continuent à être en cours, mais où malgré tout, on est rentré dans la phase de transition. C'est évidemment la Tunisie où il y a eu une assemblée constituante qui va commencer à travailler, qui va donner la deuxième république tunisienne. Il y a le cas de l'Égypte qui est aussi dans une phase de transition puisque les élections viennent d'avoir lieu au Parlement et également à la Chambre haute. Donc là, on est aussi dans une phase de transition. Il y a des cas de figure, le cas syrien évidemment dans ce cas de figure, où je dirais on n'est pas encore vraiment, évidemment on est dans une phase insurrectionnelle, on le voit de plus en plus, mais où le régime, en effet beaucoup plus autoritaire, utilise une force beaucoup plus brutale, ouais. Pour se maintenir au pouvoir. Donc là on est tout au début, c'est complètement différent. Oui. Et il faut dire aussi, il y a les pays où il ne s'est rien passé, hein, et les pays où finalement, je dirais peut-être même pas, je ne parlais pas de révolution, mais où la révolte est avortée, c'est le cas de Bahreïn. Je veux dire, ça a été réprimé et par les étrangers, par les Séoudiens. Oui, par les Séoudiens. Mais dont, je veux dire, là aussi, la contre-révolution a gagné, si vous voulez. Ouais. Donc les cas de figure sont très différents. Je voudrais aussi insister sur un point qui est très apparent dans le cas égyptien. Je veux dire, ceux qui se sont le plus mobilisés jusqu'à l'été, ne sont pas ceux qui ont gagné dans les urnes. Oui. Ce décalage est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des jeunes qui ont été actifs sur la place Tahrir et ailleurs. C'est très bien, mais c'est pas eux qui ont gagné électoralement. Ceux qui ont gagné électoralement, c'est des groupes qui étaient beaucoup moins actifs. Les frères musulmans ont joué un jeu, on le sait, relativement ambigu, en mélangeant en même temps le Conseil suprême des forces armées. Donc, il faut faire très attention à ce décalage, parce que ceux qui vont avoir le pouvoir ne sont pas ceux qui l'ont eu dans la rue. Et ça, c'est très important. Alors, pour le cas égyptien. Contre-révolution et répression, justement, sont des faits que l'on peut voir. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion de ces incidents du stade de Port Saïd en Égypte, sur lesquels nous revenons. Regardez. Des blessés que l'on évacue au milieu des cris et des tirs de grenades lacrymogènes. Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité se sont poursuivis toute la soirée aux alentours du ministère de l'Intérieur. Je suis venu à cause des gens qui ont été tués hier. Je suis venu pour tous ces innocents. La journée avait pourtant commencé dans le recueillement et la prière autour des cercueils des victimes des violences d'hier soir. Mais très vite, des centaines de personnes sont descendues dans les rues du Caire et d'autres grandes villes du pays pour demander des comptes au gouvernement et aux militaires.
Tout cela a été planifié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de martyrs. Beaucoup de jeunes qui étaient simplement venus soutenir leur équipe. Ils avaient pris un jour de repos pour faire l'aller-retour à Port Saïd. Et là, ils sont morts. Pourquoi? Depuis hier, les critiques s'accumulent contre les autorités militaires, incapables d'assurer la sécurité dans le stade de Port Saïd et d'empêcher les débordements et les violences qui ont coûté la vie à 74 personnes. Des accusations relayées au sein même du Parlement où les frères musulmans sont désormais majoritaires. De nombreux témoins qui étaient dans le stade confirment que la sécurité a été négligente et a hésité à faire son travail. Nommé par les militaires, le Premier ministre a annoncé la suspension du gouverneur et des responsables de la sécurité de Port Saïd, mais il en faudrait plus pour apaiser la colère des Égyptiens. Un an après le printemps arabe qui avait entraîné la chute du président Moubarak en février 2011, les Égyptiens sont à nouveau dans la rue pour exiger le départ des militaires. Antoine Sfer, justement, cette question de la sécurité reste centrale. Le message qui est passé en filigrane aux Égyptiens, c'est de dire finalement, s'il n'y a pas, à l'ère de Moubarak, la sécurité était bien présente, vous n'êtes plus en sécurité aujourd'hui dans ce cadre révolutionnaire. Et c'est ce jeu de ping-pong, en quelque sorte, entre le chaos ou l'ordre. Oui. L'ordre, on sait bien que c'est l'armée qui peut le maintenir, on l'a vu, un etc. peu de mal quand même. Oui, Oui. mais sauf qu'on lui reproche aujourd'hui de ne pas être intervenu. C'est une preuve par l'absurde en leur disant, mais voilà, quand l'armée n'intervient pas, il y a des morts, il y a des blessés entre bandes rivales, entre partis rivaux, etc. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui peut mener très vite au populisme. Et malheureusement, ce qui me frappe beaucoup un an après ces révolutions, c'est qu'il n'y a pas d'homme salvateur dans aucune situation. Ce sont des révolutions qui n'avaient pas de leader. Voilà, et qui n'ont toujours pas de leader. Si vous voulez, même si les élections ont amené les islamistes et les salafistes au Parlement, à la Constituante, etc., nous avons été habitués durant plusieurs décennies, quand il y avait des coups d'État, où j'adore ce terme, je ne peux pas m'empêcher de le citer, des mouvements rectificatifs des coups d'État précédents, il y avait toujours un homme salvateur. Et là, j'allais dire, heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire qu'en Égypte, on est à la recherche de Pharaon. Oui. Il a été renversé. Il y a eu un pharaon pendant tellement longtemps que là, je crois qu'il y a aussi une envie de plus en avoir. Il y a toujours eu un pharaon en Égypte, Ouais. dans l'histoire de l'Égypte. Ouais. Il y a toujours eu un pharaon, voilà. Robert Solé, chaos ou ordre et sécurité, est-ce que cette équation est celle qu'on essaie de présenter aux Égyptiens aujourd'hui à travers C'est-à-dire qu'on a toujours ces essayé événements de présenter aux Égyptiens des alternatives simples. Ouais. Du temps de Moubarak et Sadat avant lui, c'était ou nous ou les islamistes. C'est vrai. Et entre les deux, rien. Et on a tout fait pour empêcher l'émergence de forces démocratiques et on en paye les conséquences aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est l'armée ou le chaos, finalement. Sauf que cette armée se montre incapable de maintenir l'ordre. Il y avait en Égypte deux forces. Il y avait la police qui était honnie notamment par les supporters des équipes de football et des deux principales équipes de football de la capitale, le Ahli et le Zamalek, qui ont joué un rôle important dans le soulèvement parce qu'ils avaient des comptes à régler avec la police. Oui. Mais aujourd'hui, ils se trouvent aussi face à l'armée, et police et armée se comportent exactement de la même façon, de la même mauvaise façon en Mais vous Égypte. disiez qu'il y avait une difficulté à contrôler la situation de la part des forces armées, et puis d'autres disent que finalement, ils contrôlent et ils répriment. Parce que dans les événements de Port Saïd, il y a quand même des événements troublants. Il y a des éléments troublants. On ne comprend pas qu'une telle tragédie ait pu avoir lieu. Alors évidemment, il faut faire la part de la pagaille, du désordre, des carences, des ambulances qui n'arrivent pas. Ça, c'est malheureusement typiquement égyptien. Mais à côté de ça, il y a des événements troublants. Est-ce qu'on a voulu punir les supporters qui avaient manifesté contre la police et l'armée? Est-ce qu'on a voulu discréditer l'ensemble du mouvement révolutionnaire auquel ils sont associés? Probablement. Toutes ces raisons s'ajoutent les unes aux autres. Alain Dikoff?
Oui, sur ce point précis, je n'ai pas de lumière particulière, mais je serais d'accord avec vous. Je pense que c'est assez difficile d'y voir clair, mais on ne peut pas exclure qu'il y a un peu une volonté d'entretenir le chaos pour se présenter ensuite comme en effet salvateur, quoi. Parce qu'il est très clair dans le cas égyptien que vu la place que l'armée a dans le système d'État, y compris au niveau industriel, hein, l'armée, c'est pas simplement les militaires, c'est les militaires qui font du business, ils contrôlent une bonne partie de l'économie, donc c'est évident que cette transition peut leur coûter en termes de ressources, hein, donc comme ils essayent de préserver ces ressources, donc je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se joue dans cette transition. Si vous me permettez, je voudrais peut-être insister sur un point qui me paraît aussi dans les différenciations entre les différents cas qui me paraît important. C'est qu'il faut aussi noter les choses qui se sont mieux passées. Hein. Et ce qui est frappant, c'est que pour le moment, à l'exception de la péninsule arabique qui est dans une cas de figure assez différent, mais je dirais les monarchies un peu plus modernisées comme le Maroc et la Jordanie, pour le moment, s'en sont beaucoup mieux sortis. Il y a aussi eu des contestations. Mais je dirais que mais les souverains ont été, pour le moment, en tous les cas, dans une position où ils sont parvenus à lâcher suffisamment pour désamorcer un petit peu la contestation, mais tout en ne voyant pas leur pouvoir fondamentalement remis en place. Donc ils ont eu beaucoup. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'ils ont des ressources de légitimité beaucoup plus fortes. Voilà, c'est ça. Alors qu'évidemment, les régimes républicains, par définition... Commandeurs des croyants, descendants du prophète... Et ça fait une différence énorme. C'est ça. Cette source de légitimité me semble essentielle, aussi bien en Jordanie qu'au Maroc. Il est à la fois souverain, mais commandant des croyants au Maroc. Et l'autre qui... En Jordanie, on l'appelle le fils de la Britannique, quand même. La reine Rania est appelée Madame Trabulsi. Donc la critique est là, c'est clair. Des lettres ouvertes ont été faites par les Bédouins, les shérifs. Donc, mais en même temps, c'est vrai, il y a une telle source de légitimité descendant direct du prophète. Donc ça aide énormément. Cette question de légitimité est centrale pour vous, Robert Solé. Dans le 18 jours qui ont changé l'Égypte, est-ce que vous dites aussi qu'il y a eu un espèce de coup d'État contre Moubarak de la part des militaires qui n'est pas forcément dans le processus révolutionnaire tel que voulu, en tout cas, par une partie de la population? C'est-à-dire que les militaires voulaient empêcher une chose en Égypte, voulaient empêcher le fils cadet de Moubarak, Gamal, d'accéder au pouvoir. Ce ne sont pas les militaires qui ont déclenché cette révolution, mais ils en ont profité pour écarter Gamal. Et son père oui, mais alors son père, c'était plus compliqué, parce que son père, ils sont liés à son père. Ce Conseil suprême des forces armées était intimement lié au pharaon. Ils lui ont quand même dit de partir. Bien sûr. Ils ont vu qu'il était lâché par tout le monde, ils ont fini par le lâcher eux-mêmes. Et donc c'est ce qui manque, cette question de légitimité aujourd'hui en Égypte. Il y a eu un parlement qui ne reflète pas forcément ce qu'on a pu voir place Tahrir pendant des semaines et des semaines. C'est avec l'élection d'un président, avec les prochaines élections présidentielles, qu'on arrivera à ce degré de légitimité qui pourra dire que la révolution est en train réellement d'avoir lieu. Pour le moment, il y a trois forces en Égypte. Il y a l'armée qui est aux manettes, mais qui se montre incapable de gouverner et de maintenir l'ordre, et qui ne cesse de reculer d'ailleurs depuis un an, en réalité. Il y a les islamistes qui ont gagné des élections, mais les ont gagnées, c'était à la fois des élections libres et des élections complètement faussées, par beaucoup d'éléments. Et puis il y a enfin ce qu'on appelle les révolutionnaires, ce camp libéral laïque, qui est la troisième force, qui a perdu les élections, mais qui est présent dans la rue, et qui va rester dans la rue, et auxquels et l'armée et les islamistes vont devoir se confronter en permanence. Alain Dikoff, est-ce qu'on est dans un processus de remodelage à travers ces révolutions, certes inachevées, de toute la région? Ça me paraît incontestable. Je crois qu'on est rentré dans une nouvelle phase au niveau régional qui est évidemment extrêmement incertaine, pour toutes les raisons que nous avons dites jusqu'à présent. Mais pour moi, si vous voulez, si on s'en remontait au déluge, je dirais que dans l'après-45, si vous voulez, il y a eu trois phases. La première phase, c'était la phase du nationalisme arabe triomphant avec Nasser, un peu plus tard le parti baathiste en Syrie et en Irak, qui s'est en gros, évidemment... Triomphant au niveau local. Pardon? Au niveau local, triomphant.
sur le oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il a marqué de son empreinte les relations régionales. Ouais. Je veux dire, la conséquence était que, par exemple, par rapport à Israël, la logique c'était la confrontation militaire. C'est-à-dire Israël était complètement isolé dans la région et les autres régimes étaient contre lui. Bon, certains comme la Jordanie traînant un peu plus des pieds, mais n'ayant pas vraiment le choix. Sinon de rentrer aussi dans cette logique-là. Je dirais que cette phase-là, elle s'est terminée au début des années 70, grosso modo. Et on est rentré dans une deuxième phase qui était où on est rentré progressivement, on l'a vu précisément avec l'Égypte, dans une paix partielle d'Israël par rapport à ses voisins. Ça a changé la donne, évidemment. Ça a changé la donne et ça a conduit aussi au traité de paix avec la Jordanie, par exemple, et aux accords d'Oslo de 93. Je dirais que cette phase-là, alors ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de conflictualité. Il a continué à en avoir, mais elle était beaucoup plus localisée. Il n'y a plus de guerre totale. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a plus de guerre totale. Les guerres ont été localisées soit malheureusement au Liban, qui a, je dirais, toujours été le théâtre d'opération des uns et des autres, et dans les territoires palestiniens de plus en plus. Mais sinon, il n'y avait plus vraiment de conflictualité forte. Je dirais que cette phase-là, à mon avis, elle est en train de se terminer. Et on rentre dans une troisième phase, dont évidemment je serai incapable de vous dire quelle sera vraiment la teneur, mais il y a quand même des lignes forces qui commencent déjà un peu à se dégager. En tous les cas, au Machrek, là je ne parle pas du Maghreb, parce qu'il est un peu plus loin évidemment de ce type de configuration, mais dans l'Orient arabe, la nouveauté indéniable, et on va le voir de plus en plus, c'est quand même la montée des partis islamistes comme force majeure. Ça aura des conséquences au niveau régional inévitables. Il y a un autre point fort quand même, une ligne de force, c'est l'émergence d'une force chiite avec l'Iran. L'Iran est devenu incontournable. Il y a un adage qui dit au Proche-Orient, il n'y a pas de guerre sans l'Égypte, il n'y a pas de paix sans la Syrie. Là, on devrait dire, il n'y a plus de paix sans la Syrie et l'Iran, qui ont développé, durant ces années 90 surtout, une diplomatie contestataire avec deux éléments, le Hamas et le Hezbollah. Et je crois que c'est important parce que l'émergence du chiisme dans la région a mis en exergue aussi l'existence de cette mosaïque à la fois ethnique et religieuse, que ce soit au Liban, en Syrie, mais également de l'existence de petites minorités en Jordanie, en Palestine et ailleurs. Randa Kassis, comment vous avez perçu cette action de ce qu'on appelle la communauté internationale, une action à deux vitesses qui est capable d'intervenir quand il s'agit du cas libyen et dans ça dépend, parce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas une intervention vraiment internationale. Et lié à la Syrie, c'est plus compliqué avec un veto russe et chinois au Conseil de sécurité. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une volonté internationale d'intervenir en Syrie. C'est là aussi, et il faut savoir qu'il peut-être, vu les intérêts qui sont beaucoup moins intéressants que le cas libyen, la communauté internationale prend beaucoup de recul. Je ne sais pas si c'est une question d'intérêt, mais c'est aussi une question de force en présence, d'alliance historique. Il y a plusieurs facteurs. La vérité, il y a plusieurs facteurs aussi. Il y a pas mal de facteurs. En Syrie, c'est comme j'ai dit, c'est un cas vraiment particulier. Il y a aussi les minorités qui sont là, qui ont peur de la montée des islamistes en Syrie. Mais il faut le dire aussi que ces régimes, surtout le régime syrien, a bien favorisé la montée des islamistes, a bien favorisé quand même, il a favorisé un terrain propice à une pensée intolérable et hostile aux individus. Alors, ce qui est tout à fait normal. Une pensée qui semble être générale aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus compliqué en Syrie parce qu'on a quand même une diversité. On a beaucoup de minorités. On a plus de 35% quand même, entre 35% et 40% de cette population minoritaire. Voilà. Justement, on va approfondir. Oui, Antoine Sfer. Arrêtons l'hypocrisie. La Chine et la Russie aident bien l'Occident dans leur veto. Parce que imaginez-vous s'il n'y avait pas de veto. Vous vous rendez compte si la France envoyait des troupes en Syrie? Non, il ne s'agit pas forcément d'utiliser la force, mais d'être d'accord sur un certain nombre de sanctions, sur un certain nombre d'actions, un calendrier. Il y a des sanctions aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément d'intervention militaire. Ah ben si. On n'en est pas là. On n'en est pas là, absolument. Il y a déjà des sanctions. Et personne. Il y a déjà des sanctions, il y a déjà un calendrier de sanctions. Vous ne pouvez pas les appliquer s'il y a deux vetos au Conseil de sécurité. Elles sont applicables. Elles sont déjà appliquées. Ils n'ont pas mis leur veto là-dessus. Ils ont mis leur veto sur un renversement d'une manière violente du régime, d'une intervention. Et puis, en soulevant, quand vous parlez d'intervention en Libye, n'oubliez pas quand même qu'on
qu'on a été défendre la population de Benghazi, ce qui est à notre honneur, j'en conviens, mais qu'on a laissé mourir la population de Sirte, ce qui est à notre déshonneur jusque-là. Et on soulève un vrai les problème. populations de Hems et Hamas... Mais on est bien d'accord, donc on est tout à fait dans le miroir, en quelque sorte. Et en même temps, il y a aussi aujourd'hui un vrai problème. Ce droit d'ingérence, ou ce devoir d'ingérence, dit droit humanitaire, qui s'applique du nord au sud, est-ce qu'on est prêt à l'accepter du sud au nord? Je ne sais pas. Alain Dikoff, un mot sur les résolutions. Non, mais peut-être un peu plus tôt sur cette différence de la réaction de ce qu'on appelle la communauté internationale. Je crois que la différence, elle est entre le cas libyen et syrien, elle saute aux yeux. C'est que la Libye, finalement, était un régime qui n'avait pas de soutien extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc intervenir, je dirais, comme la... Le soutien extérieur de grande puissance, parce que oui, par de grande exemple, puissance, les États africains, oui, mais j'entends bien, de grande puissance. Oui. Donc en ce sens-là, il n'y avait pas vraiment d'obstacle majeur. Le cas syrien est en effet très différent, parce que la Syrie, depuis les années 60, a été un allié pendant très longtemps de l'Union soviétique et a continué à être un allié de la Russie, qui lui fournit des armements, je veux dire, tout ça est de notoriété publique. C'est ça qui fait la différence fondamentale. Et la crainte, si on se place un tout petit peu dans une logique un peu de relations internationales, la position de la Russie, elle est simplement liée au fait que ils estiment qu'ils ont été trop conciliants finalement sur le dossier libyen et ils ne veulent pas répéter la même chose sur le dossier syrien parce qu'ils ont peur de perdre un atout dans la région et que cette région soit complètement dominée finalement par ce qui reste finalement in fine quand même un petit peu leur concurrent, à savoir les États-Unis. Les différents visages de la poussée islamiste et ses conséquences à travers notamment l'exemple tunisien. Reportage, restez avec nous. À 2 heures de Tunis, la localité de Sejnen. La Ligue des droits de l'homme a reçu une plainte. Les habitants l'attendent à l'extérieur du village. Ils veulent dénoncer la terreur imposée par un groupe de fondamentalistes islamistes. Cet habitant raconte qu'il a été battu et menacé de mort. Son tort, avoir conduit à l'hôpital 2 tenanciers de bar blessés par des salafistes. Je suppliais celui qui me frappait. Je lui disais « Arrête, je pourrais être ton père ». Il m'a répondu « La ferme, espèce de chien ». Après m'avoir tabassé, ils m'ont embrassé, chacun leur tour, et ils m'ont dit « Ça y est, tu es pardonné ». Mais fais bien attention, si tu nous vois frapper quelqu'un, ne t'en mêle plus jamais. Dans le village, certains n'osent plus sortir de chez eux. Boire de l'alcool, refuser d'aller à la mosquée, provoquerait les foudres du groupe salafiste. Celui-ci a été blessé à l'arme blanche. Tout ça a commencé après la Révolution. Ils nous ont dit il n'y a plus de sécurité, maintenant c'est nous. Devant la mosquée dont ils ont pris le contrôle, les voici, ces barbus qui sèmeraient la terreur à Sejnen. Une quarantaine au total, tous des enfants du coin. Beaucoup ont été libérés de prison après la chute de Ben Ali. Les accusations, ils les réfutent en bloc. Tout ça, ce sont des ragots, des faux témoignages. Ça ne nous étonnerait pas que ces gens se blessent eux-mêmes pour prétendre que ce sont les salafistes qui ont fait ça. Pourtant, les témoignages sont nombreux et précis. Ce bâtiment de l'ancien régime détruit pendant la Révolution servirait ainsi de prison et de tribunal à la police des mœurs. Les salafistes nient. C'était un bordel ici. Des hommes venaient se saouler. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des portes et on a fermé. Le cas de Sejnen reste isolé, mais les salafistes sont présents partout en Tunisie. Ils ont désormais leurs mosquées, leurs propres écoles coraniques et n'hésitent pas à réclamer une Tunisie plus islamique. C'est le cas à l'université de Tunis. D'un côté, des étudiants salafistes. En face, les autres qui leur demandent de dégager. Les salafistes demandent des salles de prière au sein de l'université et le droit pour les filles de porter le niqab. Pourquoi on parle de démocratie lorsque nous on demande quelque chose qui est de notre religion, là ça ne devient plus de la liberté et de la démocratie. 2 visions de la place de l'islam dans une Tunisie qui découvre ses fondamentalistes. C'est des choses qui n'existaient pas du tout et on est surpris parce qu'on découvre nous-mêmes qu'on a ces idées en Tunisie en fait. Face au phénomène, le nouveau gouvernement tunisien, islamiste modéré,
oscille entre prudence et ambiguïté. Les courants salafistes peuvent devenir dangereux si on ne les traite pas comme il faut. Mais on ne veut pas de confrontation et de violence avec eux, puisque nous la refusons de leur part. La solution, c'est le rapprochement et le dialogue. Les intégristes salafistes font sans doute partie des plus grands bénéficiaires de la révolution tunisienne. Ils ne se cachent plus et cherchent désormais à gagner du terrain dans une société où ils restent encore très minoritaires. Robert Solé, c'est la nouvelle confrontation au sein des sociétés arabes aujourd'hui? Je ne dirais pas salafiste contre les autres, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a pour simplifier et schématiser à l'extrême... Pas trop quand même. Commençons par schématiser, ensuite on nuancera. Mais il y a vraiment deux positions face à face. Ou bien on veut une démocratie ou une théocratie. Voilà comment se présentent les choses aujourd'hui. Alors dans le camp de ceux qui veulent... Mais quand vous avez des élections et une partie de la population qui vote pour une tendance théocratique, comment on fait? Oui, mais elles votent pour des raisons profondes. D'abord parce que ce sont des sociétés religieuses. Je prends le cas de l'Égypte. Non, mais je sais pourquoi ils votent, mais vous dites que le choix est entre théocratie et démocratie, alors que dans le cadre démocratique, on vote pour des personnes qui souhaitent que la religion ait un rôle majeur. Dans une certaine limite, sans très bien savoir où on va, avec un camp, disons, théocratique, pour dire les choses simplement, qui lui-même est divisé. Il est divisé. Alors il y a les salafistes, en effet, qui font office d'épouvantail en ce moment, et puis il y a ceux qu'on appelle les islamistes modérés. Divisés certes, mais avec une vision sociétale, avec une vision de ce que mais tout ce camp a le même objectif. Le même objectif, c'est d'islamiser davantage des sociétés qui le sont déjà trop. Qui le sont déjà trop. La religion occupe une place démesurée dans les constitutions, dans la pratique quotidienne, et ils veulent aller encore au-delà. Alors certains veulent aller tout de suite, ce sont les salafistes, d'autres prennent beaucoup de temps, ce sont ceux qu'on appelle les islamistes modérés. Alors, Alain Dikoff puis Antoine Sfer. Moi je pense que ce qui est aussi, ce qui est, je dirais, inquiétant, c'est qu'ils veulent aller plus loin que simplement islamiser la société, qu'il l'est, comme vous l'avez dit, déjà en très large mesure, il veut aussi islamiser l'État. Et là, évidemment, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que... Quand vous dites islamiser la société, qu'il est déjà, le reportage qu'on vient de voir montre qu'il y a quand même plusieurs... Oui, enfin, là, je crois qu'on parlait plutôt, on avait plutôt en tête le cas égyptien. Oui, c'est vrai que le cas tunisien est très différent, oui, mais oui. je vous l'accorderai, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et là, on est plus, on le voyait très bien dans les images, on est plus dans une logique... Le cas égyptien, il y a quand même 10 millions de Coptes aussi. Oui, bien sûr. Et une partie de la population qui est occidentalisée, qui a étudié dans les écoles françaises. Mais il est indéniable que, y compris, d'ailleurs ça a été un jeu à la fois de Sadat et là je parle de l'Égypte évidemment, de Sadat et de Moubarak, ils ont aussi dans une certaine mesure encouragé cette islamisation de la société parce qu'ils y voyaient un moyen aussi que les gens se tiennent tranquilles, c'était une logique quiétiste, ils ne faisaient pas trop de politique en tous les cas au départ, c'est ce qu'ils pensaient, sauf qu'après ça se retourne souvent contre eux, ça c'est un phénomène assez connu, donc si vous voulez, la réalité est indéniable, je dirais que sociologiquement on ne peut pas nier que la présence du religieux en Égypte, encore une fois, que je ne parle pas de tout, mais en Égypte, soit aujourd'hui, ait été, même avant la Révolution, beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans les années 70. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, si vous voulez, ça c'est une réalité. Donc, à part la différence, avoir un Parlement qui est constitué de cette tendance-là, qui va voter des lois, qui va influer sur les orientations quotidiennes de la population en termes politiques avec ce fondement religieux, c'est un peu différent. Ben voilà, c'est pour ça que je vous dis, l'enjeu c'est l'islamisation de l'État. Voilà, parce que si c'est l'État lui-même qui, comme il est investi en partie, comme on commence à le voir en tous les cas, par des groupes islamistes, par des partis islamistes élus démocratiquement, ça c'est tout à fait vrai, eh bien, bien évidemment la répercussion, elle se trouvera aussi au niveau des libertés individuelles, des droits respectifs éventuellement des minorités. Bon, parce que sur ce point, par exemple, les frères musulmans sont très loin d'être clairs sur la position que les minorités auraient dans un État qui assumerait son islamité de façon plus forte. Donc ça, c'est évidemment un enjeu. Alors le cas tunisien, il est en effet différent parce qu'il y avait un processus de modernisation sociale
sociale qui est indéniable, et les images le montraient très bien. Là, on n'est plus dans une logique où on voit ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le référent de l'Allemagne du 19e siècle, un Kulturkampf, c'est-à-dire une lutte entre ceux qui étaient déjà laïcisés et qui veulent défendre, on le voyait avec les femmes, c'est un enjeu extrêmement important, d'un côté, et les autres qui veulent justement, eux, affirmer une islamité qui a été, ça c'est indéniable en Tunisie, en tous les cas, extrêmement contrôlée, voire réprimée. Réprimée, oui, tout à fait. Antoine Sfer. Je pense qu'on fait utilisation de mots. Aujourd'hui, la démocratie est réduite à la loi du nombre. Et vous l'avez bien dit, et je crois que c'est très important. Hitler est arrivé, alors à ce moment-là, démocratiquement au pouvoir en 1933, ce qui est déjà gênant de le dire. Enfin, loi du nombre, organisation d'élections, oui, mais tendances, loi des partis, du nombre, etc. élections libres, tout ce que... Mais réduite à la loi du nombre, alors que la démocratie, c'est autre chose quand même, il faut quand même le préciser. Aujourd'hui, moi j'ai été frappé de voir en Égypte laïcité, le mot laïcité sur les murs, j'ai été frappé. Et ça, c'est important de voir la République. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que la révolution arabe a commencé à Téhéran, au lendemain de l'élection présidentielle forcée d'Ahmadinejad, où les jeunes disaient République, République, ni islamique, ni libérale, mais République. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je crois que c'est ce qui est important. Il faut quand même rentrer dans les détails. Aujourd'hui, le fait que diaboliser les salafistes permet de banaliser les islamistes. Or, les islamistes, c'est exactement la même chose. C'est réislamiser le champ social, le champ judiciaire, administratif. Donc l'État, donc l'administration, mais également le champ politique. Alors, islamiste modéré, ça ne veut rien dire. Les champs politiques et les champs économiques de la société. Et en Égypte, par exemple, le grand débat se tourne autour de l'article 2 de la Constitution. Vont-ils le garder ou pas? C'est-à-dire le Coran et la Sunna sont source de législation. Dans le pays. Les sources principales de la... C'est ce que demandent les islamistes tunisiens, d'instaurer dans la constituante, alors que la Tunisie est un pays arabe à majorité musulmane dans la constitution jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui risque d'arriver en Syrie, même si on donne l'impression d'ajouter l'épouvantail. Non, c'est des enjeux réels. C'est vrai. Je voudrais simplement relativiser une chose. Quand on dit victoire islamiste, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, il ne faut pas oublier que les pouvoirs qui ont été renversés avaient tout fait pour qu'il n'y ait en face d'eux que les islamistes. Donc je pense que ces élections ont été faussées de ce point de vue et que les prochaines élections, quand les islamistes auront été confrontés à des réalités économiques, parce que l'économie... À l'exercice du pouvoir, tout simplement. L'économie, on n'a pas beaucoup parlé d'économie, mais c'est essentiel dans tous ces pays, l'économie, le tourisme. Quand ils vont être confrontés à la rue qui a appris à prendre la parole, qui ne veut pas la lâcher, on verra dans 5 ans ce qui va se passer, parce qu'on n'a parlé que de choses très négatives jusqu'ici, mais il faut aussi souligner tout ce qui est positif depuis 1 an. Tout ce qui est positif, c'est une multiplicité d'initiatives, de groupements, d'associations nouvelles, qui ont du mal à s'organiser en partis politiques, mais qui font un travail social extrêmement important. Et puis, le fait que les questions, on parlait de laïcité, sont désormais sur la place publique. On débat publiquement de la situation des Coptes, on débat publiquement de la laïcité, de la Constitution. Ça, c'est nouveau. Et c'est très important. Randa Cassis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec messieurs. Mais aussi, il faut préciser que l'expansion du fondamentalisme est due aussi à la rupture de communication entre les jeunes et les guides intellectuels, et qui ont su que eux, les islamistes, ont su bien profiter de cette rupture. Et ils ont bien... les intellectuels n'avaient pas non plus la liberté de parole bien sûr, parce que tout à fait, il y a eu tout à fait normal avec ces régimes-là, il y a eu un vide politique plus quelque part, voilà, que les intellectuels étaient dans un ghetto quelque part. Alors c'est pour ça, de toute façon, il y a eu cette rupture aujourd'hui. Mais il faut aussi préciser que l'Internet aujourd'hui est en train de réaliser quelque chose de très important. Aujourd'hui, avec l'immédiateté d'Internet, permet à ces deux de se communiquer ensemble et permet aussi aux laïcs arabes qui croient de toute façon aux droits de l'homme
l'homme, qui lutte contre toute action basée sur l'asservissement de l'individu. Aujourd'hui, ils réalisent, ils sont conscients de coopérer ensemble, de travailler ensemble et aussi de reconquérir ces jeunes, ces masses. Alors c'est vrai, il y a la question Voilà. de l'immédiateté liée aux nouvelles technologies et à l'Internet. Mais en même temps, on ne peut pas, à travers la nouvelle technologie, changer la culture des gens, façonner leurs esprits, faire qu'ils aient lu énormément de livres. C'est compliqué avec Twitter. Oui, c'est vrai, mais il faut le dire aussi qu'il y a eu la censure. On a une censure quelque part sur les livres, sur la bibliothèque arabe, surtout. Il y a une censure de pensée. Donc disons que l'ère médiatique n'est pas celui forcément de la construction. Voilà, aujourd'hui, grâce à l'Internet, on arrive à s'échapper de ces censures-là et on arrive quand même à communiquer nos pensées et à répondre. Avec quelque chose d'assez paradoxal d'ailleurs dans certaines de ces sociétés, c'est-à-dire que l'ouverture sur le monde extérieur, par les moyens de communication, télévision, Internet, etc., s'accompagne paradoxalement d'un repli identitaire. C'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas le décryptage de tout cela. C'est arrivé de manière extrêmement soudaine. Et oui, et c'est tout le problème de l'éducation dans ces sociétés. 40% encore d'analphabètes en Égypte, qui est une question centrale. Il va falloir reconstituer, refaire complètement le système éducatif. Et ça va demander du temps. Sur les aspects culturels qui vous sont chers, Robert Solé, on a appris par exemple la condamnation du grand acteur égyptien Adel Imam à 3 ans de prison. Ce qui est une absurdité totale. Adel Imam, c'est un grand acteur. Et c'est un avocat salafiste qui a réussi à convaincre une cour, un tribunal, lequel tribunal a cru devoir se mettre dans le vent et condamner Adel Imam. Mais c'est ridicule et c'est absurde. Oui, mais est-ce que justement ce n'est pas le début d'une tendance qui va toucher les arts, la création, la créativité? Et c'est ce paradoxe qu'on note, c'est-à-dire que la révolution a eu lieu. C'est une confrontation qui a commencé. On a vu l'autre jour en Égypte, au Caire, des milliers d'artistes, d'intellectuels descendre dans la rue préventivement en disant attention, nous tenons à notre liberté. On assiste au début d'une confrontation. Parce qu'on a vu une grande créativité au moment de la Révolution. Oui, parce qu'on n'est pas passé en un jour, si vous voulez, du noir au blanc. Une société comme la société égyptienne, ça fait des années qu'elle évolue. Ça fait des années que les gens commencent à prendre la parole, que la presse commence à se libéraliser. On n'est pas passé d'une dictature à la liberté. Ça ne s'est pas passé en un jour. C'est le résultat de tout un travail. Ni en 18 jours, d'ailleurs. Oui, ni en 18 jours. C'est le résultat de tout un travail qui dure depuis plusieurs années. Cette composante, cette donnée islamiste avec l'aspect également salafiste, est-ce qu'elle va également changer les relations régionales, notamment avec, pour ce qui est de l'Égypte, le voisin israélien? Pour l'instant, c'est assez difficile de le dire puisqu'ils viennent d'arriver et il faudra voir comment ils pourront peser sur le pouvoir. Ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, au niveau de leur rhétorique, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont extrêmement critiques sur, en particulier, le traité de paix israélo-égyptien de 1979. Pour moi, la question centrale sera quelle sera la place de l'armée dans les années à venir. Si l'armée continue en Égypte à avoir un rôle relativement important, je pense qu'il n'y aura pas de menace fondamentale sur le traité de paix. Vous avez l'impression que cette armée est soutenue justement par Israël pour rester au pouvoir, parce qu'elle est aussi un garant de cette stabilité, du respect des accords internationaux? Mais c'est certain que pour eux, c'est un garant d'une certaine stabilité, ça c'est évident. Et donc tant que l'armée sera là, présente, je pense que sur ce plan précis, il n'y aura pas de menace. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a déjà des petits changements d'ores et déjà. Le premier, alors ça c'est sur une échelle plus réduite, mais c'est quand même significatif, c'est la dégradation de la situation sécuritaire au Sinaï. Il y a un oléoduc qui amène du gaz d'Égypte en Israël depuis les années 80. Il a été saboté à plusieurs reprises. Oui, parce qu'il est fondé sur un contrat qui est, selon les Égyptiens, inégalitaire. Oui, alors il y a en partie ça. Il vend le gaz à un tiers de son prix à Israël. Mais le sabotage n'a rien à voir avec ça. Un contrat, ça peut se renégocier. Le sabotage est à l'évidence le fait d'éléments qui sont au Sinaï, de Bédouins et d'ailleurs d'une minorité palestinienne qui s'y trouve aussi, qui utilisent un peu une vacuité du pouvoir. Ils étaient déjà présents et actifs avant, il faut le dire. Mais ils profitent évidemment aussi de cette désorganisation de la transition pour marquer quelques points et ce point est quand même important, en tous les cas pour les Israéliens. 40%
du gaz vient de cette source-là. Donc ça veut dire que ça a des répercussions immédiates pour eux. Donc là, il y a déjà un élément qui a changé. Deuxième élément, il est politique. C'est qu'on a bien vu que le nouveau pouvoir qui était en pouvoir de transition, et donc au cours de l'année écoulée, a changé son positionnement par rapport aux acteurs palestiniens. Parce qu'à l'époque de Moubarak, l'interlocuteur unique du côté palestinien, c'était Mahmoud Abbas, c'était l'autorité nationale palestinienne. Ça a changé. C'est-à-dire que... Avec quand même une volonté de réconcilier les deux, qui avait déjà été entamée. Oui, bien sûr, mais qui n'a jamais abouti. Les deux tendances palestiniennes. Qui n'a jamais abouti. Elle a abouti en 2011 parce que, justement, le pouvoir transitoire en Égypte a cherché à dialoguer avec l'ensemble des partenaires palestiniens, y compris le djihad islamique et le Hamas. Et alors, évidemment, dans un contexte régional aussi, où la Syrie rentrait un peu dans le background. Mais ça, c'est aussi un élément qui change un peu la donne, si vous voulez. La réouverture du point de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, tous ces éléments sont des signes que, quel que soit le poids que les islamistes, que les frères musulmans en particulier, auront dans la formulation de la politique étrangère, les relations, si vous voulez, égypto-israéliennes ne seront plus les mêmes à l'avenir. Ça me paraît une évidence. Robert Solé. Oui, Moubarak était important pour les Occidentaux parce qu'il était un médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens et un médiateur entre les Palestiniens eux-mêmes. Moubarak tombé, reste l'armée. L'armée ne veut pas faire la guerre à Israël, sait que ce serait catastrophique, il n'est pas question de remettre en question la paix. Mais on peut remettre en question le traité de paix, les modalités du traité de paix. Et là, être soutenu par l'ensemble quasiment de la population égyptienne, islamiste ou pas islamiste, qui n'en peut plus des humiliations subies que font subir les Israéliens aux Palestiniens, aux Arabes en général. Alors ils seront soutenus par la population, mais pour aller jusqu'où? Jusqu'à la remise en question de quelques modalités du traité de paix, des pressions sur Israël, mais pas la guerre. Pas la guerre. Oui, ça relèvera, ça s'articulera aussi sur le contrat de gaz, les éléments. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup régionalement, c'est un peu l'autisme des gouvernants israéliens par rapport à ce qui se passe autour d'eux. On dirait qu'ils sont dans l'attentisme. En même temps, la situation n'est pas très claire. On ne peut qu'attendre. En général, Israël anticipait. En général, Israël était le référent pour les autres populations. Même vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de toute la région. Je suis sidéré par l'absence d'hommes d'État en Israël. Où sont les Golda Meir? Enfin, je commence par une femme. Où sont les Golda Meir, les Abba Eban, les Moshe Dayan? Les Moshe Dayan étaient célèbres, avaient une autorité dans les pays arabes beaucoup plus importante qu'en Israël même. Où sont les Lévi Eshkol, les Rabin, même les Sharon? Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à des gestionnaires, comme si Netanyahou est un Américain qui vit en Israël. Il a vécu, c'est vrai, de l'âge de 7 ans à l'âge de 45 ans aux États-Unis. Mais il n'y a plus ce... j'allais dire, Golda Meir avait l'habitude de dire, le plus petit des chefs d'État arabes qui s'assierait avec nous à la même table, on court, on vole, on nage. Et là, on dirait qu'il y a un autisme total. Il y a un plan de paix arabe soumis par les pires, c'est-à-dire par les plus archaïques, les plus rétrogrades, les plus littéralistes, c'est-à-dire les Séoudiens. En 2003, ça fait 8 ans. Et c'est pas qu'il y a eu une réaction négative, même pas de réaction, rien. Et moi, j'ai très peur de ça. Enfin, je n'ai pas forcément envie de faire référence à une déclaration récente d'un homme politique français, mais est-ce que vous pensez, pour finir cette émission, qu'il y a des différences, en tout cas que toutes les civilisations ne se valent pas, Robert Solé, vu qu'on a parlé de modèle de société, de droit? Je n'aime pas ce mot civilisation, je parle des cultures. Il y a des différences culturelles, il y a des confrontations culturelles entre les sociétés, et on l'a vu tout au long de cette émission, dans une même société, il y a des confrontations sur des idées, sur des principes, sur des modes de vie. Donc voilà, il y a un vrai débat. Mais je ne parlerai évidemment pas de civilisation. Qui sont plus longues sur l'histoire, oui. Alain Dikoff.
Non, moi je crois que c'est un débat qui est complètement faussé quand on rentre dans cette logique de civilisation. Mais par contre, pour moi, je serais absolument d'accord avec Robert Solé. Le point important, c'est les divisions qui peuvent émerger à l'intérieur des sociétés. Et on voit bien qu'elles émergent, alors évidemment de façon très variable selon les cas, parce que l'historicité des sociétés est tout à fait différente. Hein. Le rythme, le contact qu'elles ont pu avoir avec la modernisation a été très variable. Mais je crois que c'est ça le point important. Et c'est évident que c'est un des enjeux aussi de ces révolutions. Randa Kassis. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences entre des cultures et dans la culture même. Mais je crois que si on arrive à dépasser ces différences, les différences entre individus, on arrive quand même à des valeurs qui sont quelque part universelles. Et pourquoi pas, peut-être un jour, nous arrivons quand même à raccourcir ces distances existantes qui séparent ces cultures. On va terminer avec le scepticisme d'Antoine Sever. Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est un discours que non, mais on peut s'accorder sur quelques valeurs communes. Non, mais attendez, c'est pas une mauvaise idée. Précisément, oui, je crois que M. Guéant a utilisé à bon escient le mot civilisation. Il avait envie de provoquer, il a réussi. Mais la réaction est terrible. Ce qu'il a dit, c'est pas... Rappelez-vous quand même que Nicolas Sarkozy, au début de son quinquennat, a parlé de civilisation. Lui, il a dit entre ceux qui veulent un état de droit et ceux qui ne veulent pas. C'est vrai, je ne partage aucunement des valeurs avec les intégristes catholiques, les Lubavitch juifs et les fondamentalistes et intégristes musulmans. Aucune possibilité de partager les mêmes valeurs, premièrement. Moi, ce qui touche au fondement de la République, c'est-à-dire la citoyenneté, l'égalité, la solidarité et la laïcité, je n'ai pas de partage avec eux. Alors, ce sont des principes et pas forcément une civilisation. Non, bien entendu, on a dit ce qu'on a dit. Merci à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre Toutes les France. Au revoir.